Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 13 octobre 2024, au Kenya, l'Assemblée nationale a voté la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Le sort du vice-président est désormais entre les mains du Sénat qui doit se prononcer la semaine prochaine. Au Cameroun, le gouvernement a interdit de discuter de la santé du président Paul Biya. Les commentateurs affirmaient ces derniers temps que le chef de l'État de 91 ans est gravement malade. En Tunisie, le président Kais Saied a été réélu avec 90,7%. L'opposition crie au scandale démocratique en dénonçant un score soviétique. Bienvenue encore. Au Kenya, la Haute Cour a renvoyé vendredi les affaires contestant la destitution du vice-président Rigathi Gachagua à la juge en chef Martha Koome afin qu'elle nomme 3 juges pour entendre et trancher l'affaire. Dans sa décision, le juge Lawrence Mugambi a noté que ces affaires soulevaient de graves questions constitutionnelles qui nécessitaient l'intervention du juge en chef. À mon avis, malgré la vive opposition des défendeurs, j'estime que ces affaires ont soulevé d'importantes questions constitutionnelles qui relèvent de l'article 163. C'est pourquoi je suis persuadé de les renvoyer à la juge en chef, a déclaré Mugambi. Les tribunaux n'existent pas pour servir la stimulation intellectuelle des élites, mais pour servir le public dans des affaires de grande préoccupation, et celle-ci est l'une des rares occasions où les tribunaux devraient se saisir de l'opportunité pour servir le public avec toutes les ressources dont ils disposent. La décision est intervenue un jour après que l'équipe juridique du vice-président, dirigée par l'avocat principal Paul Mouité, a affirmé que la destitution de Gachagua soulevait plusieurs questions constitutionnelles, puisque c'était la première fois que le pays était confronté à une destitution du vice-président depuis la promulgation de la Constitution de 2010. Dans son argumentation, l'avocat Mouite a appelé le tribunal à envisager de renvoyer l'affaire devant la Cour suprême pour la nomination de 3 juges chargés d'entendre et de trancher l'affaire. Selon l'avocat principal Mouite, la mise en accusation d'un vice-président différait de celle du président et même du gouverneur, affirmant en outre que la motion de destitution de Rigathi Gachagua n'avait pas fait l'objet d'une participation publique adéquate. Les avocats ont en outre fait valoir que le vice-président aurait dû d'abord être autorisé à répondre aux 11 chefs d'accusation portés contre lui avant d'entreprendre une participation publique afin de permettre aux Kenyans de prendre des décisions éclairées. Il ne s'agit pas du nombre de personnes siégeant à l'Assemblée nationale. Il doit y avoir des preuves d'une violation flagrante de la Constitution. Le droit à un procès équitable ne peut être limité. Il y a des questions importantes dans un système présidentiel, a soutenu l'avocat principal Mouité. Les députés kenyans ont voté mardi la destitution du vice-président Rigathi Gachagua, l'accusant de corruption, d'attiser les divisions ethniques et d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales de juin à août dernier. La motion de destitution sans précédent a été adoptée à l'Assemblée nationale avec 281 membres sur 349 ayant voté pour, dépassant la majorité requise des 2 tiers. The nays, 44. Abstentions, 1.
the ayes, 281. The results of the division on the motion are as follows. Abstentions 1. The noes 44. The ayes 281. So the ayes have it. And the results brought to the Speaker are duly signed by all the 4 nominated tellers. On the decision of the National Assembly, on the special motion on the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya. Honorable members, as I had guided the House earlier in today's sitting, Article 145(2) of the Constitution sets a threshold of at least 2/3 of the members of the National Assembly to vote in support of a special motion for proposed removal by impeachment of the Deputy President of the Republic. La motion est désormais soumise à la Chambre haute du Parlement, le Sénat, pour approbation finale. S'il est adopté, Rigathi Gachagua deviendra le premier vice-président à être démis de ses fonctions en vertu de la Constitution révisée du Kenya de 2010. Dans une conférence de presse lundi, Rigathi Gachagua a dénoncé des manœuvres de la part du président William Ruto. And as you have heard, though you are not judges and you are not advocates, there is nothing here that violates the Constitution. There is no gross misconduct. There is no crime that has been committed. I'm innocent on all these charges, and I want to clarify my apology yesterday to the President did not in any way imply that I'm guilty of these charges. I'm not. This I'm not. My statement was that if there is something I've done to the President that I don't know, that probably has upset him, I ask for his forgiveness. But that was in no way an admission of this ridiculous allegations meant to overturn the will of the people. Finally, in conclusion, I want to say that overturning the will of the people is not a joke. It calls for very serious violation of the Constitution. None of these issues here meet the threshold. We'll go to Bunge tomorrow. I'll be there at 5 for 2 hours, and I'll put my case. In the unfortunate event it proceeds to the Senate, I'll be there again to prove my innocence by way of evidence. When I called this press conference, there was a lot of speculation that Rigathi Gachagua wants to resign. This is a man elected by 7.2 million Kenyans. How dare you suggest to him that he can do so without public participation? I have no intention whatsoever to resign from this job. 9 responsables du régime civil nigérien renversés en juillet 2023 sont provisoirement déchus de leur nationalité, soupçonnés notamment d'intelligence avec une puissance étrangère et de complot contre l'autorité de l'État. C'est dimanche ce qu'a annoncé jeudi
10 octobre, le gouvernement militaire. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la transition, a signé un décret portant déchéance de la nationalité de certaines personnes pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Parmi les 9 hommes provisoirement déchus de la nationalité nigérienne figurent les généraux Mahamadou Abou Tarka de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et Kalingama Wali Ibrahim, ancien chef de la garde présidentielle. Daouda Djibo Takubakoy, adjoint au directeur du cabinet du président renversé, Mohamed Bazoum, ainsi que son conseiller en sécurité, Rissa Ageboula, sont également concernés aux côtés de conseillers à la présidence. Les 9 personnes sont soupçonnées notamment de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique et d'être d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'État ou en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, explique le gouvernement. Elles sont aussi soupçonnées de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée et de diffuser de données et de propos de nature à troubler l'ordre public, ajoute le communiqué du gouvernement nigérien. Le gouvernement précise agir conformément à une ordonnance signée fin août ayant permis la création d'un fichier de personnes ou d'entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et aux fondamentaux de la nation, un texte dénoncé par l'organisation Human Rights Watch comme étant une entrave aux droits fondamentaux. En septembre 2023, le régime militaire nigérien avait lancé des avis de recherche contre une vingtaine de personnalités du gouvernement renversé, dont le premier ministre Uhumudu Mahamadou, le chef de la diplomatie Assumi Massoudou et certains noms visés aujourd'hui par la mesure de déchéance provisoire de nationalité. Selon l'avis de recherche de la gendarmerie, ces personnes sont considérées comme en fuite et recherchées pour leur implication dans une affaire de trahison et complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté et à l'autorité de l'État à la suite du coup d'État militaire du 26 juillet 2023. Certaines de ces personnalités étaient hors du Niger au moment du coup d'État, d'autres ont réussi à quitter le pays après. Depuis qu'il a été renversé, le président Mohamed Bazoum ainsi que son épouse est séquestré dans sa résidence présidentielle. Le gouvernement camerounais a interdit aux médias de discuter de la santé du président Paul Biya, le deuxième dirigeant d'Afrique et le plus ancien au pouvoir, alors que des rumeurs le concernant disaient qu'il serait gravement malade. Paul Biya, le plus ancien dirigeant du monde, n'a pas fait d'apparition publique depuis début septembre, alimentant des rumeurs en ligne selon lesquelles la santé du président se détériore. Le chef de l'État est la principale institution de la République et les discussions sur sa condition sont une question de sécurité nationale, indique le document adressé aux gouverneurs régionaux daté du 9 octobre et signé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Toute discussion dans les médias sur l'état du président est donc officiellement interdite. Le document, qui portait un cachet rouge indiquant très urgent, ajoutait que toute personne violant l'ordre s'exposerait à toute la force de la loi. Paul Atanganji a ordonné aux gouverneurs régionaux de créer des cellules de surveillance chargées de suivre le contenu des médias privés, y compris les réseaux sociaux.
président du Cameroun depuis plus de 41 ans, deuxième en Afrique et derrière Teodoro Obiang Nguema Mbassoro, 82 ans, et qui est au pouvoir en Guinée équatoriale depuis 45 ans. La dernière apparition publique de Paul Biya a eu lieu au Forum sur la coopération sino-africaine de septembre à Pékin. Il n'a pas participé à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, ni au sommet des pays francophones à Paris. Le bureau du président a publié mardi un communiqué affirmant que Paul Biya était en excellente santé, qualifiant de désinformation les rumeurs. Il travaille et s'occupe de ses affaires à Genève, a déclaré un porte-parole du gouvernement, ajoutant que Paul Biya reviendrait au Cameroun dans les prochains jours. Les apparitions publiques de Paul Biya sont devenues rares ces dernières années, principalement de rares discours télévisés, préenregistrés et prononcés de manière visiblement hésitante, et des photos et vidéos de famille le montrant aux côtés de son épouse Chantal Biya. Au Soudan, le chef des forces de soutien rapide FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, a accusé mercredi l'Égypte de se joindre aux opérations militaires en soutien à l'armée soudanaise. Il a annoncé une escalade de la réponse, s'engageant à mobiliser 1 million de combattants et à passer à ce qu'il a décrit comme le plan B. Dans une déclaration vidéo diffusée mercredi soir sur les plateformes des FSR, le général Hamdan Dagalo a reconnu que ses forces avaient subi des défaites lors des combats à Jabal et Moya, où elles ont été soumises à de lourds bombardements aériens par des avions de guerre et des drones égyptiens pendant plusieurs heures. Le 5 octobre, l'armée soudanaise a repris le contrôle de la chaîne de montagnes stratégiquement importante de Jabal et Moya qui relie les États de Sennar, d'Al Jazeera et du Nil Blanc. Les FSR, les forces de soutien rapide, s'étaient emparés de la zone fin juin, l'utilisant pour dominer la majeure partie de l'État de Sennar et perturber les lignes d'approvisionnement vers les États du centre, du Nil Bleu et du Kordofan. Nous avons été vaincus à Jabal Moya, dans l'État de Sennar, par des frappes aériennes égyptiennes perfides, semblables à l'attaque contre nos forces non armées au camp de Karari le premier jour de la guerre, lorsque des soldats en route vers l'Arabie saoudite ont été bombardés, a déclaré le général Hamdan Dagalo dit Emeti. Il a ajouté que ces forces étaient longtemps restées silencieuses et sur l'implication des forces égyptiennes dans la guerre, mais a ajouté malheureusement, ils ont intensifié leur rôle et sont désormais directement engagés dans le conflit aux côtés du déploiement par l'Iran de drones aériens et du soutien de plus en plus de cet autre pays, soit directement, soit indirectement, dit-il. Le général Emeti a déclaré que 29 avions de combat Sukhoi avaient bombardé les positions des FSR pendant des heures à Jabal Moya. Il a également accusé l'armée soudanaise d'embaucher des mercenaires ukrainiens, affirmant qu'elle avait justifié cette décision en prétendant que les FSR recevaient le soutien de la Russie. Il a ajouté que les combattants de l'Azerbaïdjan et de la région éthiopienne et du Tigré et des groupes d'opposition érythréens combattaient également aux côtés de l'armée soudanaise. Ils ont utilisé tous les moyens disponibles, aériens, terrestres et maritimes. L'Égypte s'est battue contre nous et lors des négociations de Genève, elle a fourni à l'armée soudanaise 8 avions de combat et des bombes de 250 kg fabriquées aux États-Unis, a ajouté le général Hamdan Dagalo. Le général a vivement critiqué la poursuite des raids aériens visant les civils
les civils au Darfour, au Kordofan, à Sennar et à Al Jazeera et s'est dit surpris qu'aucune frappe aérienne n'ait été menée dans les États du Nord et du Nil, malgré la présence de ces forces dans des zones telles que Adjal al-Assal et Kari dans la région de Jiri au nord de Khartoum. Il a suggéré que les frappes aériennes pourraient avoir des motivations ethniques. Le général Hamdani Dagalo a pris ses distances avec les groupes accusés d'avoir commis des crimes généralisés, notamment des meurtres et des pillages, alors qu'ils auraient combattu aux côtés des FSR. Nous ne sommes pas associés à eux. Nous n'avons appelé ni mobilisé aucun groupe. Seuls les combattants de la liberté ont rejoint les FSR, les forces de soutien rapide. Ceux qui sont impliqués dans des massacres et les pillages n'ont aucun lien avec nous. Ce sont des groupes implantés, a-t-il déclaré. En réaction, le ministère égyptien des Affaires étrangères a rapidement rejeté ces allégations, appelant la communauté internationale à examiner les preuves prouvant la véracité des propos du commandant de la milice de soutien rapide. Ces allégations interviennent dans le cadre de mesures intensives prises par l'Égypte pour mettre fin à la guerre, protéger les civils et renforcer la réponse internationale au plan d'aide humanitaire, a indiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère ajoute que l'Égypte était attachée à la sécurité et à l'unité du Soudan et qu'elle continuerait à soutenir le peuple soudanais. Fin de citation. Le président Kais Saied a remporté lundi une victoire écrasante aux élections tunisiennes, conservant son emprise sur le pouvoir après un premier mandat au cours duquel les opposants ont été emprisonnés et les institutions du pays ont été remaniées pour lui donner plus de pouvoir. La haute autorité indépendante pour les élections du pays a déclaré que Kais Saied avait obtenu 90,7% des voix. Nous allons nettoyer le pays de tous les corrompus et intrigants, a déclaré l'homme de 66 ans dans un discours prononcé au siège de la campagne. Il s'est engagé à défendre la Tunisie contre les menaces étrangères et intérieures. Son adversaire le plus proche, l'homme d'affaires Ayachi Zamel, a remporté 7,4% des suffrages après avoir passé la majeure partie de la campagne en prison et avoir été condamné pour des délits liés aux élections. La victoire de Kais Saied a été entachée, selon les commentateurs, par un faible taux de participation électorale. Les responsables électoraux ont indiqué que 28,8% des électeurs avaient participé aux élections du 6 octobre. Les principaux adversaires de Kais Saied, emprisonnés depuis l'année dernière, ont été empêchés de se présenter et des candidats moins connus ont été emprisonnés ou exclus du scrutin. Les partis d'opposition ont boycotté les élections, les qualifiant d'imposture dans un contexte de détérioration du climat politique et de dérive autoritaire de la Tunisie. Les partisans de Kais Saied n'avaient aucun doute. Après la fermeture des bureaux de vote dimanche soir en Tunisie, ils sont descendus dans la rue pour fêter la victoire du président sortant. Et même celui-ci a fait quelques pas dans la foule. Sans résultat officiel, il leur a suffi d'un opportun sondage sorti des urnes, cité à la télévision nationale, pour être sûr de la victoire. Je suis venu exprès pour célébrer ce grand mariage électoral. Monsieur Kais Saied a gagné avec une large majorité, parce qu'il est une figure nationale sincère et propre, qui a travaillé dur pour la Tunisie et s'est sacrifié avec sa famille pour libérer la nation des traîtres et des fardeaux.
Une victoire confirmée lundi soir par l'autorité électorale. Le président Kais Saied a remporté la présidentielle avec 90,7% des voix. À vrai dire, la victoire de Kais Saied n'est pas une surprise. Tous les analystes l'annonçaient. Il a affronté seulement 2 outsiders très peu connus, d'où une certaine indifférence de l'électorat. Je n'ai pas voté hier, tout simplement parce que je n'ai plus confiance. Je suis désespéré. Là encore, l'autorité électorale a confirmé, le taux de participation est faible. 28,8% des électeurs se sont déplacés. C'est la plus forte abstention depuis l'avènement de la démocratie en 2011. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 13 octobre 2024. Je vous rappelle les titres principaux. Au Kenya, l'Assemblée nationale vote la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Le sort du vice-président est maintenant entre les mains du Sénat qui doit se prononcer la semaine prochaine. Au Cameroun, le gouvernement interdit de discuter de la santé du président Paul Biya. Les rumeurs ces derniers temps indiquaient que la santé du président s'est gravement détériorée. En Tunisie, le président Kais Saied a été réélu avec 90,7%. L'opposition crie au scandale démocratique en dénonçant un score soviétique. Mesdames et messieurs, nous voilà maintenant à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 13 octobre 2024. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous, dimanche prochain, ce sera le 20 octobre 2024. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de passer une très excellente semaine. Au revoir.